Quand mon père il a reçu la photo, là, ça allait plus, puis il a dit non, 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 ça n'a pas de bon sens, je dois y aller. Le congé de Pâques, c'est l'occasion pour les familles de se regrouper, de fêter. Mais pour la famille de Camille Amélie, la coopérante volontaire qui s'est récemment fait attaquer au Sénégal, la tradition a été tout autre cette année. La famille vit présentement une épreuve difficile, remplie de stress, sachant que l'une des leurs est de l'autre côté de l'océan, en hospitalisation. Bien, c'est sûr qu'apprendre une nouvelle comme ça, c'est extrêmement choquant. Tu sais, on a un gros sentiment d'impuissance là, en étant au Québec pendant qu'elle est de l'autre côté de l'océan. Je trouvais ça encore plus important cette année d'être présent, moi, de venir avec mes enfants et tout, parce que c'est sûr que la nouvelle pour mes grands-parents, ça a été ébranlant. C'était vraiment pas quelque chose qu'on pouvait s'attendre. Actuellement, Camille Amélie séjourne dans un hôpital privé à Dakar. Sa famille se montre réjouie de voir que la prise en charge et les soins qui lui sont prodigués sont de bonne qualité. Sa sœur m'a toutefois fait part de ses inquiétudes en lien avec le système de santé sénégalais. Puis les hôpitaux là-bas, c'est quand même assez rudimentaire, là. Donc, le premier hôpital qu'elle a eu, c'est les points de suture qu'elle a reçus, c'était assez grossier parce que ils font le plus qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais rapidement, elle a été transportée à un hôpital à Saint-Louis. Quand elle s'est sentie un petit peu mieux, là, ils ont pu faire le voyage à Dakar, qui est quand même 6 heures de route. Puis Camille, elle a dit que ça a été très, très difficile, là, ce voyage-là, quand même. Pour la soutenir financièrement, la famille a lancé une campagne de sociofinancement en ligne. Le montant total de la facture est toujours inconnu actuellement. Cependant, la récolte va bon train. Déjà, 13 500 $ ont été récoltés sur un objectif établi à 20 000 $. Vraiment, on se sentait impuissant, puis la seule façon qu'on voyait de l'aider à partir du Québec, c'était d'amasser des fonds pour sa convalescence. Les gens ont été vraiment généreux. Ça a augmenté très rapidement là, à partir du moment où on a diffusé la collecte de fonds aussi avec les connaissances que Camille a au Sénégal. On voit un beau mouvement de solidarité, puis il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour Camille. Le procès du jeune adolescent qui l'a attaqué est attendu pour le 10 avril prochain, donc vendredi. D'ici là, Camille Amélie ne peut toujours pas parler et doit attendre encore quelques semaines avant de pouvoir revenir au pays où sa famille l'attend avec impatience. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau pour Nouveau Info. 8 Québécois sur 10 ont voyagé au Québec dans la dernière année. C'est ce que révèle la nouvelle étude de la Chaire de tourisme Transat sur les tendances et comportements des voyageurs québécois. Mais un virage pourrait se dessiner. Les voyages estivaux ailleurs au Canada gagnent en popularité, tandis que ceux au Québec reculent légèrement. Nous, on va continuer de suivre la situation pour savoir si c'est une tendance qui s'installe. Et à ce moment-là, il faudrait être peut-être plus agressif au niveau pour contrer les campagnes promotionnelles de nos voisins ontariens et du Nouveau-Brunswick, par exemple. Quand on regarde la donnée, il y a une diminution, en fait, des Québécois qui ont voyagé au Québec cette année. Mais par contre, quand on regarde la performance régionale, les indicateurs sont pas mal tout en hausse. Les dépenses touristiques, en fait, ont augmenté de 6,5 de 2024 par rapport à 2025. Les voyages au Québec reculent de 8 pendant qu'ils progressent de 6 ailleurs au pays. À l'international, la situation est stable. Mais pour les États-Unis, l'été 2025 est marqué par un net recul influencé par le contexte géopolitique. L'alternative numéro 1, c'est le reste du Canada. Le Québec arrive en deuxième. Alors, il y a beaucoup d'Ontario, de Nouveau-Brunswick, un peu d'Ouest aussi. Alors, si je suis le Québec, bien, je dois m'interroger sur comment garder cette clientèle captive. Son côté tourisme canton de l'Est est optimiste pour la saison estivale. Dans une étude réalisée par Léger, l'organisme constate que le bassin potentiel de touristes pourrait atteindre les 4 millions de personnes au cours de la prochaine année. Et pour attirer les voyageurs québécois, bien, la région peut s'appuyer sur la recommandation des autres voyageurs de la province, comme l'indique l'étude de la Chaire Transat. Donc, l'indice de recommandation pour les cantons de l'Est est de 34, alors que globalement, pour le Québec, on est à 28. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre région parce que si on se compare aux autres régions périurbaines, c'est-à-dire proches des grands centres, on est plutôt à un indice de 27. Donc, nous, dans les cantons de l'Est, on est à 34. Donc, on se rapproche des régions qui sont plus éloignées, qui ont un indice de 36. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les cantons de l'Est réussissent à créer des wow auprès des visiteurs, et ce, même lorsque les séjours sont plus courts. Au Saguenay, le tourisme est en pleine croissance, notamment par l'attrait du plein air. Au Saguenay, on a de magnifiques sentiers, de belles montagnes. D'ailleurs, les acteurs du milieu soutiennent que les activités sportives ne seraient pas les mêmes sans la contribution des touristes. Les gens de l'extérieur venaient principalement dans les grosses périodes comme la relâche, le temps des fêtes.
Mais là, on a remarqué cet hiver, parce qu'il y a beaucoup de neige, on a des belles conditions. Même la semaine, hein, il y a des gens de d'autres régions, de d'autres provenances. Donc, c'est une clientèle importante, là, significative et supplémentaire pour nous. Nous, on amène beaucoup d'Américains, beaucoup de monde aussi alentour du Canada qui viennent. Pour l'hiver, je pense que c'est la motoneige qui fait virer l'économie. Le tourisme est là beaucoup. Puis si tu regardes, comme le Delta, n'importe quel hôtel, il y en a qui viennent passer l'hiver. Ils arrivent à fin décembre, puis ils repartent au mois de mars. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info. Qui dit mois d'avril dit cabane à sucre. Et alors que la longue fin de semaine de Pâques vient de se terminer, le mercure était remonté et la plupart des enseignes affichaient complet. Puis, comme tous les ans, il y en a qui reviennent depuis 25 ans. Puis, il y en a d'autres, c'est des nouveaux. Puis, il y en a d'autres qui font, c'est qu'ils font le tour des autres cabanes aussi, ils changent d'année en année. Puis, ils reviennent ici, après, ils font le tour des autres cabanes. Oui, les gens sont au rendez-vous. Mais là, ce qui nous donne un coup de main, c'est qu'on a des températures froides printanières qui s'étirent. Donc, pour les consommateurs, ça fait en sorte que le temps des sucres dure un petit peu plus longtemps. Là. Mais si les clients étaient au rendez-vous, on ne peut pas dire la même chose du sirop d'érable. Avec un mois de mars particulièrement froid et des remontées de température attendues au mois d'avril, la saison des sucres pourrait bien se terminer aussi vite qu'elle a commencé. On est en retard de volume important, là. 2027, là, la filière va être à risque, là. Je ne veux pas annoncer une pénurie de sirop, là, mais 2027, je crois qu'on va arriver dans un mur. Mais pourquoi les températures sont-elles si importantes dans la production de sirop? Eh bien, c'est parce que les périodes de gel et de dégel, respectivement la nuit et le jour, permettent d'écouler d'eau d'érable. Que ce soit en Mauricie, au Saguenay ou en Estrie, les conditions n'ont pas été remplies dans les dernières semaines et on ne répertorie seulement que quelques coulées. Je pense que pour la prochaine semaine, on va faire du sirop d'érable en assez bonne quantité. Mais si on regarde les prévisions à long terme, on voit que ça se réchauffe, on voit qu'il y aura peut-être plus de gelée nocturne dans la semaine prochaine, puis c'est là où ça va se complexifier. Mais là, depuis une semaine, ça coule un petit peu. Je dirais pas qu'on a des coulées records, qu'on a des coulées spectaculaires, mais au moins, ça coule un petit peu. On pensait d'avoir une saison active. On ne l'a pas eu. On a zéro d'accumulation d'eau. On n'a rien fait encore de sirop. Fait que, mais je suis pas en retard d'après. J'ai commencé depuis 2000 ici au Saguenay, puis aller jusqu'au 10 avril, il n'y a pas de problème pour là. On n'est pas en retard. Mais il faut que ça joue la semaine prochaine, il faut que ça starte. Là. En Estrie, c'est 2500 hectares là, qui sont dans la porte de nos entreprises. On les connaît, on les a ciblés, on les a identifiés, mais on a un ministre qui n'est pas en contrôle de son ministère. Et en ce moment, on tarde et on voit pas le jour où on va être capable de les mettre en production et ça vient mettre à risque notre filière acéricole. Là. Pour ce qui est de la production, je suis environ à 40 d'une saison normale en termes de quantité de sirop d'érable produit. Je pense qu'on va avoir encore des bonnes coulées. Est-ce qu'on va se rendre à 100 %? Soyons réalistes, je pense pas. Mais si on est capable de limiter un petit peu les dégâts avec des belles coulées dans la prochaine semaine, on ne dira pas non. Les producteurs acéricoles croisent les doigts pour que le mois d'avril soit plus clément avec la production de sirop et espèrent que des mesures seront mises en place par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts afin de protéger leur industrie. En Mauricie, Samuel Bidot pour Nouveau Info. Au hockey, la deuxième ronde des éliminatoires va débuter vendredi pour les Saguenayens. Chicoutimi a balayé la série contre les Mooseheads en 4 matchs. On saura mardi soir qui sera leur adversaire au centre Georges Vézina. Un 7e match est nécessaire pour départager les vainqueurs entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Olympiques de Gatineau, tout comme entre les Cataractes de Shawinigan et le Phoenix de Sherbrooke. Il y a une nouvelle fraude qui circule en ligne, puis en plus, c'est une fausse action collective. Il y a une fraude par texto qui prétend que les destinataires ont droit à un soi-disant règlement sur le lait, mais il n'y a aucun recours collectif de ce type-là qui existe. Les messages invitent les utilisateurs à cliquer sur un lien et à fournir des informations personnelles. Et ça, selon les experts, ça s'inscrit dans une tendance plus large où les fraudeurs exploitent des affaires légitimes pour rendre leurs arnaques plus crédibles. Selon l'expert en cybersécurité Terry Cutler, qui a été consulté par nos collègues de CTV, les escrocs utilisent des données personnelles pour envoyer des messages en masse conçus pour paraître légitimes. Ils accèdent à des adresses courriels puis à des numéros de téléphone et ils envoient en masse des messages qui disent « Vous avez droit à un paiement, cliquez sur le lien ». Si on vous demande de cliquer sur un lien par message texte, évidemment, c'est conseillé de ne pas cliquer sur ce lien-là. Vous pouvez rechercher le nom du procès sur Google et vous rendre directement sur le site web officiel. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.